Bonjour à tous et bienvenue dans l'autre direct. Aujourd'hui, nous nous envolons aux États-Unis tout en restant à Lyon puisque nous sommes en compagnie de Morin Picard, journaliste, correspondant à New York pour le journal Le Figaro et Le Soir. Bonjour. Bonjour. C'est un peu différent de Manhattan, mais ce soir vous êtes sur une presqu'île à Lyon, entre le Rhône et la Saône, puisque vous êtes rue du Plat, à la librairie Raconte-moi la Terre, pour dédicacer votre livre Métamorphose des États-Unis depuis 1965, 10 grands témoins racontent. Ces 10 grands témoins sont finalement pas si connus du grand public français, en tout cas. Comment est-ce que vous les avez choisis ? Il s'agissait d'identifier des témoins historiques qui avaient traversé des événements marquants des 50 dernières années de l'histoire des États-Unis. Certains sont très connus aux États-Unis, comme John Lewis, un compagnon de marche de Martin Luther King, ou Léon Panetta, qui a été directeur du budget de Bill Clinton, puis directeur de la CIA. Certains sont beaucoup moins connus, mais ont leur petite notoriété, comme Sarah Weddington, qui a été l'avocate qui a obtenu la légalisation de l'avortement devant la Cour suprême en 1973, alors qu'elle n'avait que 26 ans, et c'était la première affaire qu'elle plaidait. D'accord. Est-ce que parmi ces personnalités, il y en a une qui vous a marqué plus qu'une autre ? Tous ces témoins sont des gens relativement formidables dans leur domaine, en tout cas remarquables, sans porter de jugement. Le plus extraordinaire est sans doute John Lewis, qui introduit le livre, qui nous raconte la lutte pour les droits civiques dans les années 50-60. Il en a été un des fers de lance, une des chevilles ouvrières. Il était proche de Martin Luther King. Et sur ce pont en Alabama, à Selma, en 1965, il menait le cortège qui se dirigeait à 80 km de là pour rallier la capitale régionale Montgomery pour aller obtenir et réclamer le droit de vote pour tous les Noirs qui étaient refusés par un régime local ségrégationniste. Et les gardes mobiles ont chargé, il a été matraqué, il a été très sérieusement blessé. Et voilà, bien des années plus tard, il est devenu congressman et il a une aura digne d'un Gandhi américain. Il est très respecté aux États-Unis. D'accord. Vous consacrez aussi un chapitre, enfin même plusieurs, sur la lutte contre le terrorisme, celle des États-Unis, dont notamment le récit de John Rizzo, donc l'un des principaux conseillers juridiques de la CIA, qui a conçu le cadre juridique de la torture. Comment est-ce qu'on peut voir ce récit à l'heure où la France est aussi plongée dans la guerre contre le terrorisme islamiste ? Et il est difficile de porter un jugement positif sur une telle action. Par contre, c'est très intéressant de parler à quelqu'un comme Rizzo, qui a travaillé pendant 40 ans à la CIA, avant d'en être limogé. Il a servi de bouc émissaire, de fusible, lors d'une enquête du Congrès américain sur la pratique de la torture par les agents secrets américains. Rizzo raconte que le climat de paranoïa dans lequel l'Amérique s'est trouvée après le 11 septembre 2001 a conduit naturellement le pouvoir à Washington, incarné par le président George W. Bush, à chercher des moyens de faire parler rapidement les premiers responsables d'Al-Qaïda qui étaient attrapés aux quatre coins du globe, au Pakistan, en Irak ou ailleurs. Et Rizzo explique que la solution qui a été trouvée, insatisfaisante, c'était l'emploi de techniques d'interrogatoire poussées qui restent aujourd'hui extrêmement polémiques. Il y a aussi pas mal de métamorphoses, puisque vous parlez des grandes métamorphoses des États-Unis chez les politiques, dans la manière d'aborder les élections présidentielles. Vous aviez couvert la campagne présidentielle de 2012 pour les médias francophones. Qu'est-ce que l'apparition, selon vous, d'un personnage comme Donald Trump, candidat républicain, a pu bouleverser ? Donald Trump apparaît comme le produit d'une longue descente aux enfers, le terme est peut-être excessif, d'une quinzaine d'années où l'Amérique est tombée très bas. Toute cette période, on peut probablement la faire commencer le 11 septembre. Il y a ensuite une longue guerre qui n'est toujours pas terminée, 14 ans de guerre, et puis une récession, la pire depuis 1929. 15 ans après, on voit Donald Trump apparaître, surfant sur une vague de populisme, avec un résultat final non encore déterminé. Ouais. Vous voyez les choses comment à ce niveau-là ? Statistiquement, Hillary Clinton doit l'emporter. Elle a le poids démographique des deux côtes, Est et Ouest, pour elle. Le cœur de l'Amérique profonde se réduit, cette Amérique blanche des classes moyennes et populaires, qui constitue un petit peu le cœur de l'électorat de Donald Trump. Voilà. Si on se fie à la théorie, Hillary Clinton ne peut pas perdre. Maintenant, c'est une élection, tout le monde le dit, à nul autre pareil.
Il a bousculé la règle du jeu, il ne respecte absolument aucun principe. Et le prochain débat qui arrive le 26 septembre, le premier débat télévisé, va nous livrer les premiers enseignements sur la capacité de Hillary Clinton à résister au raz-de-marée Donald Trump. On va laisser nos auditeurs de TLM pour le moment. Si vous souhaitez continuer avec nous, retrouvez-nous sur lyoncapital.fr. Donc on va reprendre sur la présidentielle américaine. Est-ce que dans Hillary Clinton a été plus ou moins... Enfin, vous parlez d'un homme dans votre livre qui a été commandant en Irak. Est-ce que Hillary Clinton a été... comment son affaire des emails est aujourd'hui gérée? Hillary Clinton a un certain nombre de casseroles. On a peut-être du mal à les voir depuis la France, mais elle est très impopulaire. Parce qu'elle incarne une politique à l'ancienne. Ça fait plus de 40 ans qu'elle est dans le paysage. Avant d'être la First Lady en 1992, elle était la First Lady of Arkansas, quand son mari était gouverneur de l'Arkansas. Donc tout le monde la connaît, et il y a déjà un certain nombre de cadavres sous le tapis, si on peut dire. Le couple Clinton a toujours été sulfureux, il s'est toujours passé beaucoup de choses. On se souvient évidemment de l'affaire Monica Lewinsky en 1998. Lorsque Bill Clinton a dit ne pas avoir eu de relations adultères avec cette stagiaire à la Maison-Blanche, alors que bien sûr ça s'est passé, et il a évité de très peu l'impeachment, voilà, la destitution par le Congrès. Hillary Clinton doit composer avec ses handicaps. Elle a d'autres handicaps. Elle a voté pour la guerre en Irak en 2002. Barack Obama n'a jamais manqué de le rappeler en 2008, lorsqu'ils étaient adversaires dans la primaire démocrate qui a finalement entraîné la victoire finale d'Obama. Aujourd'hui, elle s'en défend. Elle dit qu'elle a fait une erreur, comme beaucoup d'élus démocrates à l'époque. Voilà, ce sont un certain nombre de casseroles dont elle a du mal à se départir. Elle est aussi très attaquée pour sa gestion de sa messagerie électronique du temps où elle était secrétaire d'État, de 2009 à 2013. Là aussi, elle a fauté, mais c'est aussi parce que c'est une femme du passé. Ses détracteurs n'arrêtent pas de le dire. Voilà, elle se sert d'un BlackBerry, mais elle ne maîtrise peut-être pas toutes les dimensions techniques de l'utilisation d'une messagerie privée. Et on considère que c'est sa façon à elle d'exprimer une forme d'impunité, comme si elle était au-dessus des lois, parce que voilà, le couple Clinton navigue dans d'autres sphères, et c'est quelque chose dont les Américains ne veulent plus trop entendre parler. Ils ont besoin de changement. Et la question est de savoir si ce changement pourrait être incarné par un trublion, un outsider, comme Donald Trump. Est-ce que d'ailleurs Donald Trump est plus crédible par rapport à ces questions-là, donc de sécurité, de défense, etc., aux yeux des Américains? Il est considéré comme absolument pas crédible par une grande majorité d'Américains. Son taux d'impopularité est encore plus fort que celui de sa rivale démocrate. Mais les Américains qui votent pour lui ne votent pas pour ça, ne votent pas pour un grand diplomate ou pour un grand homme politique qui saura aller réconcilier l'Amérique comme Obama avait promis de le faire en 2008. Donald Trump est un chef d'entreprise, il dit que l'Amérique est comme une entreprise, qu'il va falloir la redresser, qu'on va mettre tout le monde au travail, qu'on va aller chercher des contrats à l'extérieur, qu'on va tordre le bras aux Chinois et aux Russes, et qu'on retrouvera une Amérique forte et première dans le monde. Il utilise le terme de America First, mais qui est de sombre mémoire pour beaucoup de gens, puisque c'était le mouvement isolationniste avant la Seconde Guerre mondiale, quand l'Amérique refusait de s'engager. Toute la question est de savoir si quelqu'un comme lui, sans aucune expérience de la politique internationale, à part l'organisation des concours Miss Monde dans certains endroits de la planète, saura être un chef d'État digne de ce nom, et s'il saura se faire respecter des dirigeants étrangers. On va clôturer cet entretien en évoquant les tensions communautaires aux États-Unis. Cette semaine, l'état d'urgence a été déclaré à Charlotte, en Caroline du Nord, suite à plusieurs nuits d'affrontements entre la police et des manifestants noirs américains qui dénoncent la mort ce mardi de Case Lemon Scott, un Afro-Américain de 43 ans abattu par un policier. Selon vous, il y a une vraie inquiétude de guerre civile aux États-Unis? Le terme de guerre civile est sans doute trop fort. L'inquiétude est immense.
Depuis 2014, on assiste à une recrudescence des meurtres de jeunes Afro-Américains par des policiers isolés, des incidents au bord de la route qui impliquent parfois des armes et parfois pas, des situations assez éprouvantes puisqu'elles sont documentées en vidéo. D'où vient cette dégradation des choses, dans la mesure où, encore une fois, Barack Obama avait promis de réconcilier l'Amérique, d'apaiser les tensions raciales. Évidemment, c'est le contraire qui semble se produire. L'inquiétude vient aussi du fait que c'est un pays surarmé, 320 millions d'habitants, plus d'armes encore en circulation que le nombre total d'habitants. Donc un potentiel, une grande volatilité à chaque incident sur la route. Et puis la communauté afro-américaine fait partie des laissés pour compte de la reprise économique récente. Les statistiques sont parfois contradictoires, mais certains quartiers de certaines grandes villes américaines, comme à Baltimore, à Détroit ou à Philadelphie, ou voire à Charlotte en Caroline du Nord, sont encore des ghettos raciaux. Et le fossé entre la police, qui n'est pas aussi multiethnique, et ces communautés afro-américaines qui vivent dans une misère sans nom, entraîne ce genre de dérapage et évidemment procure d'immenses inquiétudes pour une Amérique qui n'a pas fini de se relever de ces maux récents. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. L'autre direct revient dès la semaine prochaine. Merci à tous de nous avoir suivis et très bon week-end.